Bonjour à tous, c'est avec joie que je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler du harness testing en Angular. Je sais qu'actuellement on a Zoneless, on a SignalForm, donc on a beaucoup de sujets, de nouveautés, mais là on va faire un peu de retro et essayer de revenir en arrière. Et en tout cas, on fera de notre mieux pour que ça ne soit pas très très ennuyant non plus. Donc, déjà, est-ce qu'il y en a qui font des tests unitaires, intégration dans les projets? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du component harness? Super. Là, c'est blindé. OK. Très bien. Donc, comme l'a dit William, déjà, je m'appelle Ezekiel. Donc, j'aime faire du Angular. J'aime beaucoup faire du Angular. Et également du mobile avec Ionic. Donc, je fais du cross-platform. Et je suis actuellement practice manager dans la boîte où j'évolue et lead développeur Angular dans les équipes chez le client. J'aime vulgariser ma connaissance, donc je maintiens deux blogs. Également, je fais du mentorat, j'enseigne à temps partiel. En tout cas, tout ce qui touche à la formation, j'aime bien. Et également, j'ai écrit un livre que William l'a mentionné sur le TDD avec Pacte. Et le livre était publié en 2024. Donc là, Younes, avec son talk sur l'IA et tout ça, il a rendu mon livre obsolète. C'est pas grave. Merci Younes. Donc, qu'est-ce qu'on fera au programme? Euh, Nous allons essayer de poser le problème. Ensuite, on monte en complexité. Parce que le but, c'est de vous amener à détester le fait de créer du query selector ou bien du query by CSS dans vos projets. Donc, on verra le pattern component test harness. On verra comment on consomme les harness puisque ça vient de Angular Material. On verra comment créer nos propres harness. Ensuite, quelques cases avancées, les tableaux, les formulaires, les modèles, tout ce qui est classique hein, quand on fait du Angular notamment. Les bonnes pratiques, comment migrer et voilà, ça sera tout. Donc, on va commencer par la problématique qui est tout simplement le cauchemar des tests fragiles. Et c'est là que ça deviendra très très intéressant. On va faire un petit jeu. Si vous reconnaissez dans les cas que je vais énumérer, levez juste la main. Je ne suis pas là pour juger, on est tous pareils. Est-ce qu'il vous est arrivé de renommer une classe CSS et après vous avez des centaines, des dizaines de tests KO? Si c'est le cas, levez la main. OK. Ou carrément, le métier vient et il dit, on remplace une div par une section ou l'inverse et après on voit que tous nos tests unitaires sont KO. On déplace un bouton dans l'arborescence de notre dôme et voilà, on se rend compte que plus rien ne marche. On migre vers matériel par exemple et là il faut tout réécrire. Ça c'est la vraie galère hein, quand tu migres vers un design système différent de ce que tu as. Ou carrément ça marche chez moi en local. Ça c'est le quotidien du dev. Et arriver en CI sur la pipeline, c'est KO. Ou quand ça marche, on ne touche pas. Du coup, personne n'a envie de toucher des tests. Et on finit par faire juste des X, IT, X, tout ce que vous connaissez là, pour pouvoir désactiver tous les tests. Donc, ici, je vais prendre l'exemple. Oula, un instant. Ça, c'est un bug en prod. Pas de souci. Je vais rendre ça. Je ne retrouve pas ma souris. Très bien. Il y a un highlight au fait, donc ça ne prend pas. Non, je désactive. En fait, je veux actualiser la page, tout simplement. Ok, super. Désolé. Hein. Très bien. C'est pour que vous ayez le highlight, tout simplement. Donc, là, je vous montre un test très simple. C'est juste une carte où voilà, le composant, c'est une carte et on aimerait afficher le nom d'utilisateur. Donc, classiquement, on a quoi? On a le fister when stable. Donc, on attend que le composant soit totalement bien rendu dans le DOM. Ensuite, on va chercher l'élément qu'on veut tester en réalité. Donc, ici, c'est juste un span. D'accord?
Donc, je passe par Query Selector. Ceux qui aiment Debug Element, vous passez par Debug Element. Après, vous prenez par Query by CSS et tout ça. C'est pareil. Hein. Et pour finir, on vérifie si, effectivement, l'information attendue est correcte. Donc, ici, c'est Jendo. Le problème, c'est que à travers ce test, on a 5 moyens facilement de rendre ça très fragile. D'accord? Première raison, si je renomme ma classe CSS UserCard, ce test, il ne passe plus. Alors que je n'ai pas touché au comportement, j'ai touché juste à quoi? À un élément dans le DOM. J'ai touché juste à un style, à une classe, et mon test qui était censé fonctionner casse. Ou carrément, je remplace justement mon span par un paragraphe. Là également, ce test, il ne marche plus. Je rajoute un wrapper header sur ma carte. La condition de user card, header, span, label, ça ne passera plus. Ou je fais du lazy load du composant. Ça aussi, parce qu'il faut attendre que voilà, le composant soit rendu, donc du coup, ça va chambouler. Ou carrément des soucis de typo. D'accord? Il y en a qui mettent des symboles dans les classes. Il y en a vu des E accent aigu dans des classes. Bon, on est en France, mais il ne faut pas exagérer quand même. Donc du coup, pourquoi ça casse? En réalité, le test que je viens de vous montrer, qu'est-ce qu'on veut tester? Quand je passe la variable user dans mon test, dans mon composant, il faut qu'il affiche son nom. C'est ce que je veux tester. Mais ce qui a été écrit réellement, c'est quoi? C'est qu'il existe un span à l'intérieur d'un header qui est lui-même dans un user card et ce span contient ce test. Du coup, au lieu de me focaliser sur le comportement, je suis très couplé à mon DOM. Du coup, mon test, il connaît trop de choses sur une implémentation. Ce qui fait que lorsque je modifie une balise, une classe, un ID, ça tombe, ça casse totalement. Le test devait vérifier le comportement, mais il finit par vérifier quoi? La structure. Et c'est ça le problème qui fait que lorsqu'on commence à faire des tests sur nos composants et qu'il y a des besoins métiers qui changent en temps, ça détruit tout ce qu'on a fait, on est obligé de réécrire. Du coup, la question est la suivante. Et si on séparait le quoi du comment? Tout simplement, pourquoi? Parce que le quoi, c'est le comportement attendu. Comment mon composant est censé réagir? Parce que quand on écrit un composant, quand on veut le tester, on essaie de voir qu'est-ce que l'utilisateur fera sur l'interface, d'accord? Et essayer de voir est-ce que le DOM répond intégralement à ce qui est attendu. Et le comment, c'est tout simplement l'implémentation du DOM. Et c'est là que résout la problématique du component test harness. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil dédié au test UI. Là, je ne parle pas de end-to-end. Attention, nous sommes dans les tests unitaires. Là, je suis dans les tests d'intégration. D'accord? Les tests composants sont des tests d'intégration. Et donc, on pilote le composant comme un utilisateur. C'est une API de test agnostique au DOM. Moi, j'aime bien tout ce qui est agnostique parce qu'Angular évolue très vite. Et donc, pour pouvoir réduire les effets de bord, c'est toujours bien d'être dans les politiques d'API ou bien d'outils agnostiques au framework. Ça a été introduit en 2020, période Covid, triste période, actuellement, avec Angular CDK dans la version V9. Et ça a été conçu de base pour Angular Material. Comme je l'ai dit, le cas d'usage principal, c'est les tests de composants ou les tests d'intégration. Il y a Rainer qui expliquait aussi, qui a fait une très belle vidéo sur YouTube qu'il appelle Beyond Unit Test, où il explique à quel moment il faut faire les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. D'accord. Ou carrément, vous pouvez aussi acheter mon livre, ça fait plaisir également. Donc, si vous êtes dans l'optique de vouloir tester un service, un store, une fonction pure, là c'est un test unitaire classique. C'est pas ça, il n'a pas été fait pour ça, le component test harness. Et si vous le faites du test end-to-end, bien qu'on verra que le component test, il peut servir à faire, mais il faut aller vers des outils comme Cypress, Playwright, utiliser les API natives, parce que en termes de performance, c'est pas trop ouf. Très bien. Quelle est maintenant la logique derrière notre component test harness? Parce que moi, j'aime bien comprendre à chaque fois l'idée, le mindset derrière. Tout simplement, un test composant, il est censé décrire un parcours utilisateur. Le harness, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il traduit une intention en interaction UI. Donc, tout ce qui est clic, saisie, lecture, en tout cas, tout ce qui est lié au DOM, le harness, il s'en charge. Il fait la couche d'abstraction. Et le composant demain, lui, il est libre de changer son DOM. Si demain, je change un paragraphe par un label, un bouton par, c'est pas trop, autre chose, ou bien un select, tout ça, mes tests sont protégés. Le harness est en réalité la source de vérité qui me permet
d'amortir tout ce qui est effet domino négatif sur mes tests. Donc, on a plusieurs environnements pour pouvoir tester le harness. On a le testbed, d'accord, qui est là, l'ancêtre, qui marche pour vitesse, jest, karma. Et il y a également un environnement officiel que, justement, c'est l'équipe de Angular qui travaille sur Angular Material CDK. Hein. Et ils sont orientés vers Selenium WebDriver pour les tests end-to-end, c'est ce qui est utilisé officiellement. Mais pour les amoureux de Cypress si vous voulez en anglais, ou Playwright, vous pouvez utiliser des harness communautaires. D'ailleurs, j'ai retrouvé un commentaire de Younes qui date de 2020 où quelqu'un demandait au fait s'il n'y avait pas un moyen de gérer Cypress Harness Environment, mais ça n'existe pas du coup. Et il y a eu des packages communautaires qui gèrent ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter. Comment configurer tout ça? Une ligne de commande, npm install Angular CDK. D'accord. Pour les projets qui n'ont pas Angular matériel de base. Parce que si vous avez Angular matériel de base, c'est que le CDK, il vient avec. 30 secondes, on attend jusqu'à ce que ça installe et c'est bon. Et comment l'utiliser? C'est très simple. Dans les fichiers de test, d'accord? On importe le loader harness et l'environnement. Tout simplement, 2 lignes de code à importer. Et ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est peu importe l'environnement de test, c'est agnostique. Vous pouvez l'utiliser dans tous vos environnements. Moi, je l'ai essayé dans Jasmine, Karma, c'est bon. Dans Jest, au quotidien, aujourd'hui, c'est très efficace. Vitest, pas encore essayé, mais je sais que ça marche forcément. Super. Là, on verra un premier exemple, d'accord, comment tester un bouton matériel. Parce que je vais commencer par matériel, après on verra comment créer nos propres harness. Là, j'ai un formulaire et je vais tester juste le clic sur le formulaire. Très simple, très basique, ça tout le monde peut le faire. Donc, du coup, on importe les 2 lignes de code que vous voyez là. Là, j'ai importé le mat bouton harness et le testbed harness environment. Très bien. Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà la fixture qui est dispo. Donc, je charge mon composant dans l'environnement harness. Première étape. C'est ça qu'il faut faire. Je charge le composant. Une fois qu'il est chargé, l'objet loader qui a été créé là aura la liste de tous les composants harness qui existent dans mon component. Et du coup, quand je vais aller chercher un bouton, je ne ferai plus query selector, machin truc ou bien query by CSS ou bien by tout ce que vous connaissez. Non, je pars chercher l'harness, il est disponible, et là, je le manipule comme si j'interagissais avec un objet. Donc, je fais un clic, et ensuite, j'attends que voilà, mon signal submitted, il passe à true. Ici, on remarque que je n'ai pas de fixture.whenStable, je n'ai pas de detection. Pourquoi? Parce que le harness, implicitement, il a été conçu intelligemment. À chaque fois que vous chargez votre composant dans l'environnement harness, tout ce qui est détection de changement, composant stable pendant le DOM, il appelle la méthode force stabilize qui gère le game pour vous. Vous n'avez rien à faire. Donc, il ne faut plus trop se casser la tête ou bien tâtonner. Est-ce que je dois forcer le changement, tout ça? Non. Le harness, il a été conçu, il fait ça à votre place. Très bien. J'ai parlé du harness loader. Donc, on verra quelles sont les différentes méthodes que ça nous offre. Donc, on a là la méthode getHarness. Lui, il retourne un seul harness, donc un seul composant qui existe. S'il y a une erreur, vous allez remarquer, il va vous afficher un message d'erreur. En gros, je n'ai plus besoin de faire des excepts pour pouvoir checker est-ce que le composant il existe ou pas. On verra ça tout à l'heure. J'ai le getAllHarness, donc lui retourne un tableau d'harness, donc tout ou rien, ou bien le tableau où s'il n'y a pas d'éléments, ça sera un tableau vide. J'ai le getChildLoader, donc qu'est-ce que lui fait? Lui, il permet de récupérer, on verra ça dans le code d'exemple, hein, une portion précise, d'accord, d'un bloc dans le DOM pour pouvoir récupérer l'information qu'on veut. Et on a le booléen qui permet de savoir si effectivement dans votre composant il y a un harness. Parce qu'ici il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas, donc tout simplement. La première méthode c'est le getHarness. C'est comme l'exemple du bouton tout à l'heure pour le formulaire. Donc là j'ai mon composant matériel, un flat button, très bien. Et là, je récupère la fixture de mon login component, je charge mon composant dans l'environnement harness, et ensuite, je pars chercher avec getHarness spécifiquement le composant que je veux. Ici, c'est un mat button, donc il part, il pioche, et si il existe, tu fais le clic, c'est bon,
Et ensuite, OK. Et surtout, ce dernier point que je voulais aborder, c'est que si le bouton n'existe pas, parce qu'il se peut que dans votre composant, il n'y ait pas de harness, là, vous avez une réponse explicite. Quand vous remarquez dans votre ligne de commande dans le terminal, une fois que vous lancez le test, vous allez lire « Fail to find element matching one of the following queries ». En gros, votre test, il n'est pas réécrit. Non, tout simplement, il vous dit que dans votre composant où vous ciblez le harness, il n'y a pas d'harness dans le composant. Et du coup, comme je l'ai dit précédemment, plus besoin de faire des expect button to be defined ou bien checker si le composant existe. Non, ce n'est plus nécessaire parce que s'il y a une erreur, c'est que le test, il va compiler votre test correctement, mais vous aurez juste un message d'erreur tout en rouge qui va vous dire exactement ce qui se passe. Ensuite, on a le get all harness. D'accord. Ici, c'est un tableau de composants. Donc là, c'est l'itération sur une boucle pour, par exemple. On a une liste de checkbox, tout simplement. Donc, c'est comme tout à l'heure, hein, je charge ma fixture, je l'envoie dans l'environnement harness. Ensuite, avec le get all harness, je lui dis, récupère-moi tous les checkbox. Donc là, on a ma checkbox harness qui existe dans Angular CDK. Et je peux lui dire maintenant, vérifie-moi si le nombre de checkbox est égal au nombre que j'espère. Donc là, jusque-là, je n'ai pas d'implémentation, je n'ai pas d'intégration directe avec le DOM. Je me base sur une classe qui me sert de couche d'abstraction. Maintenant, le reste du test, c'est, voilà, on essaye de récupérer tout ce qui est check. Parallèle, c'est pour pouvoir exécuter des tâches en parallèle. Ça, ce n'est pas le but du talk. Et ensuite, on essaie de voir est-ce que voilà, les labels correspondent, tout simplement. Donc, parallèle, j'ai mis l'accent sur ça parce que c'est une fonction qui permet d'exécuter des tâches en parallèle si l'ordre ne compte pas. Ensuite, on a le getShieldLoader, d'accord? Donc, lui, comme je l'ai dit, c'est récupérer un composant avec des détails bien définis. En gros, là, j'ai un composant card utilisateur et j'aime bien récupérer l'utilisateur qui a pour data attribute data user Bob, par exemple. Donc, je charge mon composant, je récupère dans l'environnement et là, avec le getShieldLoader, je peux aller chercher directement, d'accord, le composant mathcad dont le data user égale à Bob, directement. Je peux aller chercher. Et une fois que je l'ai, je peux maintenant aller rechercher dans ce composant-là, est-ce qu'il y a un bouton matériel? Et ensuite, je fais le clic pour pouvoir faire l'action. D'accord. Donc, le getShieldLoader vous permet en réalité d'aller rechercher un composant dans une partie du DOM, d'accord, de votre composant parent. Et ça me permettra d'atterrir sur la prochaine slide, qui est beaucoup plus pertinente pour moi dans la recherche, c'est les filtres avec Weave. Tout à l'heure, avec getShieldLoader, vous pouvez aller chercher un composant de façon précise. Mais le problème, c'est que ce n'est pas customisable, ce n'est pas personnalisable. Avec le Weave, je peux, plus tard on verra, mettre mes propres critères, mes propres prédicats pour pouvoir aller rechercher avec précision un composant suivant ce que je veux. Donc, ce qui est fourni par défaut avec le harness, c'est le Weave, avec le label, le test, disable et tout ce qui est attribut qui se rapproche beaucoup plus du DOM. Donc, ici, on a un autre très simple. Je ne vais pas chercher le bouton dont le test est submit, voilà. Ou bien, je ne vais pas chercher un bouton dont le test est cancel, mais je ne sais plus trop si c'est cancelled ou bien cancel on, donc je mets l'expression régulière. Ou carrément, je ne vais pas chercher un input qui est désactivé. Donc là, je me concentre beaucoup plus sur mon composant harness que sur est-ce que le bouton il est à la première position dans mon DOM, deuxième position et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que, vu que j'ai parlé de submit, est-ce que le submit il a été déplacé après un bouton, je ne sais pas, update et tout ça, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le bouton existe et quelle est l'information qui me permettra de récupérer ce bouton-là de façon visuelle. Ce qui fait que le prochain dev, quand il viendra, il n'est pas obligé de connaître comment le DOM, le composant HTML, comment il est en fait. Quand il prend le harness, il lit, il sait exactement avec quoi il doit interagir pour faire ses tests. Donc là, je vous montre un test complet, d'accord, d'un composant. Juste une partie du composant.
Le but, c'est, après que je me sois logué sur mon formulaire, je vais afficher un toast. Et ici, ça va remonter une petite surprise également. Donc, jusque-là, on est tous déjà habitués à ce que dès qu'on charge la fixture dans l'environnement ANES, on a tout ce qu'il faut. Là, je peux récupérer le mail. Donc, ici, j'ai un math input, très bien, et je dis, OK, récupère-moi le ANES math input qui a pour placeholder email. Et après, je mets la valeur que je veux. Je fais pareil pour le bouton. Donc, je récupère le bouton avec son nom, se connecter, tout simplement. Et maintenant, je vais afficher un toast. Que ce soit les toasts, les modales, on sait que ça ne vit pas dans le composant. Ça vit dans le body. En gros, je pars vraiment la racine de mon DOM. Du coup, ils ont passé en tout, c'est les génies de la team Angular, ils ont créé la méthode Document Root Loader. Donc, je peux charger carrément le body comme étant un composant ANES. Et une fois que je l'ai, le game est plié. Je ne vais pas rechercher mon toast qui est un mat snack bar. Et ensuite, je vais voir s'il y a le message bienvenue. Imaginez ça, si vous devez l'écrire avec les query selector, ça sera vraiment du code spaghetti difficile à maintenir. À présent, on verra comment créer nos propres ANES, parce que c'est ça le plus important. Tout le monde n'est pas amené à utiliser Angular Material dans ses applications, donc il faut apprendre à faire ça soi-même. Du coup, je prends ce composant, c'est un composant classique, c'est une carte article très simple, où vous avez des conditions pour modifier le mail, ensuite afficher des tags, éditer, enregistrer, supprimer. Donc un composant classique, petite formule. Très bien. Si je veux créer mon propre ANES par rapport à ce composant qui est UserCard, qu'est-ce que je fais? Primo, j'importe component ANES. Première des choses. Donc, ce que je veux importer. Ensuite, je dois hériter ma classe ANES. Donc, je crée une nouvelle classe UserCard ANES qui hérite de component ANES, qui est la classe mère que nous fournit Angular CDK. Après ça, il me faut préciser forcément des attributs qui sont obligatoires, comme le host selector. Le host selector est tout simplement le nom de mon composant cible. Donc, le composant ici, c'est app user card. Donc, le host selector, c'est app user card. Tout simplement. Permet de trouver le composant dans le DOM, ni plus ni moins. Une fois que c'est fait, je suis à 50% de mon test. Là, c'est juste pour vous mentionner que, voilà, parce que j'ai dit, on crée une classe UserCard ANES, c'est bien beau, mais où est-ce que je mets ma classe UserCard ANES? Tout simplement dans le répertoire de votre composant. Ne vous cassez pas la tête. Quand on crée un composant Angular aujourd'hui, on a le HTML, le CSS, le TypeScript, le spec.ts, et là, je crée également mon fichier .anes.ts. Donc, les ANES vivent dans le dossier répertoire du composant. C'est ce qui est recommandé. Super. Deuxième étape, c'est quoi? C'est que je dois spécifier tous les attributs avec lesquels je viens interagir via le DOM de mon composant. Donc, ici, j'ai le titre qui est une information dynamique que je veux manipuler. Donc, du coup, je passe par ce qu'on appelle les locators. Les locators, c'est tout simplement des fonctions. Ça, il faut bien retenir. C'est des fonctions qui me permettent de récupérer un élément dans le DOM. Pourquoi c'est des fonctions? Parce que, justement, si j'ai un composant, aujourd'hui, parent, à l'intérieur, j'ai un composant enfant qui est conditionné par des if, au moment où j'initialise mon composant parent, il se peut que l'enfant ne soit pas créé dans le DOM. Quand je vais générer mon test, j'aurai des erreurs. Du coup, vu que c'est une fonction, à chaque fois qu'il y a des changements, il va recalculer et me mettre à jour par rapport à ce qui est recherché. Donc, on a le locator for pour pouvoir rechercher, suivant le sélecteur, ce que je veux. On a les locators for optional. Donc, ça, c'est pour dire que si c'est absent, ce n'est pas grave. Ça peut être nul, il n'y a pas de souci. Et on a les locators for, ça c'est pour for all, ça c'est pour toute une liste au fait. Donc, si j'ai une boucle, un tableau sur lequel je vais itérer et que je dois récupérer tous les composants qui seront fournis dans le DOM, je dois penser à une boucle, donc je dois passer par le locator for all. Très bien. Troisième étape maintenant, quelles sont les méthodes publiques? Parce que, attention, si je reviens en arrière, les locators, comme vous voyez,
ils sont private. Ils ne sont pas censés être utilisés directement dans mon test, mon fichier de test. Donc là, je mets à disposition des API publiques. D'accord? Ces API publiques sont juste des méthodes avec lesquelles je vais interagir dans le test de mon composant. Donc ici, très simplement, je vais récupérer le titre, d'accord, de mon composant. Je crée une méthode getName, d'accord. Pourquoi c'est asynchrone? Parce que justement, quand vous dealez avec un griffe, pas dealer, avec les locators, ça nous retourne des fonctions asynchrones, tout simplement. Donc ici, j'ai le getName, j'ai le setEmail, j'ai les tags, d'accord, que je peux récupérer aussi. Et j'ai créé même une méthode pour les delete. Donc tout ce qui est balise ou bien composant HTML dans mon composant Angular, avec lesquels je dois interagir dans mon test pour pouvoir tester tout ce qui est logique métier, je peux créer une méthode publique. Je ne renvoie jamais les locators. Parce que si je renvoie les locators, ça revient au problème principal. Couplage entre l'implémentation de mon DOM et ce que le composant est censé faire. Et donc là, c'est un exemple d'un test avant le harness. Donc là, je veux éditer l'email de mon formulaire. Donc comme vous voyez là, on récupère la fixture, on va chercher Query Selector, ensuite on clique sur Edit, après on fait Query Selector pour chercher l'input, name-mail, après on met à jour la valeur, on dispatche un événement, input, pour qu'on sente que voilà, le champ a été rempli, et après ça, on va rechercher le bouton sauvegarder, on clique, on attend, et après on fait la session pour savoir si le mail a la bonne valeur. Donc ça, on est à presque 17 lignes de code. Si je passe en mode harness, on est à plus ou moins 7 lignes de code. Et là, quand je lis ce test, je me concentre sur quoi? Je me concentre sur le comportement. Là, on parle métier. Donc, j'ai ma CAD qui existe. Je démarre l'édition. Je mets à jour le mail. J'enregistre et je check est-ce que j'ai la bonne information. On va parler maintenant des filtres personnalisés. Donc, je vous ai dit que le WIF, on peut le personnaliser. Très bien. Mais comment? Tout simplement, je dois le redéfinir dans mon composant harness que je crée. Et là, en paramètre, je peux envoyer quoi? Je peux envoyer un objet sur lequel je me base. Et ensuite, avec du bon JavaScript, je peux faire mes correspondances. Est-ce que je veux tester par rapport au name, au label, au placeholder, tout ce que vous voyez comme pertinence en termes de propriété pour pouvoir mieux récupérer votre harness dans vos tests, vous les mettez là, tout simplement. Vous créez votre interface qui hérite de base harness filters, tout simplement. Et après, vous pouvez tester avec ce que vous voulez, name, label, tout ce que vous voulez. Ça marche très bien et on l'a dans plein de projets actuellement. Les composants complexes, la dernière partie. D'accord? Là, on va parler des tableaux, parce que c'est vraiment un casse-tête. Tester les tableaux, franchement, c'est dur. Surtout quand ce n'est pas des tableaux matériels, c'est très dur. Donc là, on passe déjà par un tableau matériel. Matériel, il y a le harness. Donc du coup, ici, je load le harness de MathTable. Il est déjà fourni. Je récupère les lignes. Ensuite, à travers les lignes, j'ai les colonnes et je peux aller chercher facilement l'information que je veux pour chaque colonne. C'est ça l'idée. Et après, voilà, je peux récupérer toute une ligne, toute une colonne suivant ce que je veux. Maintenant, voyons un tableau propre à nous-mêmes. J'ai utilisé Bootstrap. J'ai fait mon tableau et tout. J'ai codé mon tableau, j'ai fait du hard code. Et là, je veux essayer de créer un harness pour mon tableau. Je découpe en petits briques. Je me dis, si j'arrive à faire l'harness pour une ligne de mon tableau, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'utiliser un locator for all pour pouvoir faire pour plusieurs. Donc pour la ligne, je passe déjà sur chaque colonne, cell name, cell email, tout ce que vous voulez. Et ensuite, pour chaque colonne, j'essaie de créer les API publiques. Et là, je crée maintenant mon harness pour le tableau, toujours. Et dans le harness du tableau, j'utilise la méthode de composition. En gros, je peux récupérer un harness comme sélecteur d'un autre. C'est ce qu'on a fait ici, private rows égale this locator for all de row harness. Donc, dans mon tableau, il va rechercher toutes les lignes harness de mon composant. Ensuite, je récupère la ligne et je mets à jour ce que je veux. Le deuxième composant un peu compliqué, qu'on va voir ensemble,
c'est le formulaire. Donc là, il y a tout un formulaire, surtout les longs formulaires et tout. Et mon but, c'est de tester le formulaire. Je ne vais pas tester les formes groupes, les signaux formes. Non, je veux tester le comportement. Donc là, je prends le formulaire, je crée le harness. Chaque input de mon formulaire, ça constitue un locator. Et je crée ma méthode fill. Cette méthode fill, c'est la méthode que je vais utiliser dans mon composant pour tester le formulaire. Donc, une fois que je récupère cette méthode dans le composant pour tester, il ne s'intéresse pas à comment j'ai récupéré le input, de email, de mot de passe, de tout ça. Non. Tout ce qu'il veut, c'est est-ce que j'ai le mail, est-ce que j'ai le rôle, que je connais déjà à l'avance, je le mets, et ensuite, lui, il fait le job à ma place. Et le dernier composant qui est compliqué à tester, c'est les modal. Donc, comme je vous l'ai dit, le modal, il vit dans le body. Et pour ça, il faut passer tout simplement par un document root loader qui, lui, il va charger tout votre body comme un composant harness et facilement, il vous donne accès à tout ce que vous voulez contenu dans le body. Très bien. Je vais continuer. 3 minutes. Merci. Quand on crée les composants génériques, généralement, on fait de la projection de contenu, ng-content. La question est de savoir, mais comment je teste un composant qui, en son sein, a du ng-content. Et ils ont passé en ça aussi. Donc, l'API nous donne la classe Content Container Component Harness, comme son nom l'indique, et nous permet de tester même les composants qui, en son sein, ont des ng-content, et on ne sait pas potentiellement quel composant sera injecté. Donc, tout ce qu'il faut faire, j'ai pris le cas de conformation dialogue, c'est que j'hérite de Content Container Component Harness, d'accord, comme vous voyez là, et ensuite, comment je teste? J'ai mon composant host qui accueille confirm dialogue, pas de souci, et là, je charge, comme d'habitude, la fixture dans l'environnement harness, je récupère mon harness confirm dialogue et j'ai directement accès au sous-composant du ng-content que je ne connais pas à l'avance. Donc ici, si vous remarquez bien dans mon exemple, j'ai 2 boutons annuler, confirmer. Donc dès que j'ai injecté mon confirm dialogue harness dans l'environnement, j'ai accès facilement au bouton mat button harness et je peux dire ok, je veux le bouton confirmer ou annuler. Donc même si vous avez du ng-content dans vos composants, vous pouvez transformer tout ça en un harness et éviter d'être couplé fortement au DOM. Super. Je vais zapper parallèle. D'accord? Ça, vous savez. Quelles sont les bonnes pratiques? Comme je l'ai dit, primo, il faut associer le harness au composant dans le répertoire du composant. Ensuite, il faut penser à des API public métier. Il ne faut pas mettre get input, ça ne veut rien dire. Il faut mettre set email ou get email. Ensuite, les locators sont toujours privés parce qu'on n'expose pas. C'est ça le problème, on ne veut pas exposer tout ce qui est sélecteur, on veut exposer uniquement les méthodes. Il faut penser composition des harness, comme pour le tableau que je l'ai montré tout à l'heure. Ça permet de simplifier les choses. Et documenter également les fit with, parce que sur des projets qui sont vraiment lourds, parfois on ne se retrouve pas. Les pièges à éviter, renvoyer un test élément, mettre la logique métier dans le harness. Dans mon harness, il n'y a pas de accession. C'est juste des méthodes. C'est une classe qui décrit l'intention du DOM. Ne pas réinventer les harness qui existent, potentiellement. Et également, oublier le document root loader. Beaucoup l'oublient, mais ça, il ne faut pas l'oublier, tout simplement. Et pour finir, pour ceux qui veulent migrer, il ne faut pas migrer tout d'un coup, parce que ça demande du temps. Il faut commencer par les nouveaux tests. Il faut détecter les tests les plus fragiles et essayer de cohabiter avec l'ancien style progressivement. Bon, ça, c'est les méthodologies. Et pour finir, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on a un outil dédié aux tests UI, d'accord, pas pour les services ni les stores et tout ça. On a des tests stables et robustes quand il y aura forcément des évolutions du DOM, des API métiers lisibles. On peut l'utiliser en intégration comme un end-to-end, suivant l'environnement, migration progressive sans Big Bang, comme on le dit, et surtout, retenez que le harness, il expose votre composant, mais c'est le test qui décide de comment le composant est censé fonctionner, et vos futurs vous remercieront. Pour aller plus loin, vous avez la doc officielle du harness sur Angular CDK, et ça vous redirige maintenant vers le site de Angular. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie.